trouvé en feuilletant, en furetant sur les rayons d'une bibliothèque anglaise de la rue de Rivoli, Smith Galignani, je ne sais plus lequel c'était, en 1983. Et j'ai tout de suite senti qu'il y avait là quelque chose qui apportait à notre intelligence du jazz, quelque chose de nouveau, comme presque un chaînon manquant, un missing link. Et je n'ai eu de cesse que de l'étudier, l'acheter bien sûr. J'en ai parlé dans différents écrits d'entretemps, et puis j'avais très envie de le faire connaître au public francophone, et j'ai réussi à faire traduire grâce à Abbeville Press, qui ont trouvé ça très intéressant aussi. Et l'auteur s'appelle Ronald Morris, M-O-R-I-S. C'est un Américain qui a un doctorat d'histoire européenne de l'Université de Columbia. Il a fait un peu de jazz en amateur dans sa jeunesse, mais il a surtout une approche de sociologue. Et le livre est provoquant, il faut bien dire ce que c'est. Ça passe sur les chapeaux de roue. La première page, ça commence comme ceci. Quand nous pensons à Louis Armstrong, Charlie Parker, King Oliver, Bixby de Becker, nous pensons à des hommes animés d'un génie profond, une volonté de réussir à tout prix. Or, ça n'a rien à voir avec ça. Leur réussite a tout à fait avec le fait que leur musique était très appréciée d'une bande de crapules, de la pègre, qui était prêt à payer grassement pour l'entendre et à déterminer économiquement sa sphère d'influence. Voilà. Et donc la théorie que développe Maurice dans ce livre passionnant, je rappelle le titre, Le jazz et gangster, c'est que finalement, ces crapules, on va en voir quelques-uns en images tout à l'heure, les Al Capone et autres, ont été des sortes de mécènes. Absolument, mais Maurice ne craint pas de les comparer aux grands mécènes de la Renaissance. Ils adoraient le jazz, ils l'aimaient, ils ont protégé les musiciens de jazz, ils ont changé les lieux dans lesquels la vie nocturne se faisait. Avant, c'était des bars dégueulasses, crasseux, tenus par des Irlandais. Or là, c'était des gangsters de tradition italienne, sicilienne ou juive d'Europe centrale. Voilà, et qui étaient eux-mêmes des minorités. Pas racistes du tout, voilà. Eux-mêmes tenus en marge par la société blanche officielle, comme des immigrés de fraîche date aux États-Unis, et qui ont dû se bagarrer pour faire leur chemin. Alors, ce faisant, Maurice nous dit qu'ils ont tenu le rôle d'une sécurité sociale pratiquement et d'avocat pour les gangsters. Il les aidait pour leur divorce, pour les problèmes juridiques. Il leur donnait de l'argent pour ça. Il leur donnait des voitures pour des prix dérisoires. Il les protégeait en tout. Et il les protégeait par rapport à la police, qui n'aimait pas les musiciens de jazz, ce jour. Et c'est à tel point qu'il est vrai que ce que dit Maurice, ça s'appuie sur une documentation absolument formidable, et c'est très convaincant. Mais Maurice, dans l'histoire, se laisse un petit peu carried away by the excitement, emporté par l'excitation de sa thèse, jusqu'à laisser entendre, enfin on a l'impression, le livre fermé, que ces gangsters, leur métier, ça consistait à faire quelques peccadilles sans plus. Oui, voilà. C'était quand même de sérieuses crapules. On va peut-être voir, parce que pendant que vous parliez, on a déjà vu la famille Capone. Ah ben alors ça, ce sont les autres. Donc par exemple, là, il y a à gauche Legs Diamond. Legs Diamond, c'est une photo d'identité policière. On voit le numéro. Il va être arrêté. Legs Diamond a donné un jour en 1928, pour parler de la générosité des gangsters, un pourboire de $2000 à Duke Ellington pour entendre St. Louis Blues. Voilà. Et $2000 en 1928, ça ferait ça fait quelques paquets aujourd'hui. Et à côté, c'était un autre qui s'appelait George Frenchy de Mange, comme quoi il y avait là aussi quelques crapules françaises. Il est très généreux aussi, donner du pourboire partout. Et les autres, c'était les frères Capone. Les frères Capone, on va peut-être les revoir. On avait une photo qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut la remettre, je pense. Et il y avait toute la famille Capone, voilà, là, avec Al. Alors, il y a Mitchell Capone en haut à gauche. Le dernier de la famille, le plus petit frère qui est... non, c'est Ralph Capone, en haut à gauche, le frère intermédiaire. Le petit frère en haut à droite, c'est Mitchell Capone, et Al Capone en bas. Et Al Capone, quand il arrivait, il possédait le Grand Terrace Café de Chicago, avec Earl Hines, qui officiait au piano et comme chef d'orchestre. Et quand Earl Hines raconte que quand Al Capone arrivait, tard le soir, avec sa bande, qu'il voyait Earl Hines prendre le frais sur le pas de la porte, en smoking,
Il faisait semblant de rectifier la pochette de son smoking et glisser un billet de $100 derrière. Voilà. Donc, tout ce livre est passionnant. On a l'impression, effectivement, que quelque part, ça réécrit une sorte d'histoire du jazz, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait une sorte de... Ces gangsters assuraient une sorte de sécurité sociale à ces musiciens qui n'avaient plus besoin de courir après le cacheton, de changer de club jour après jour. Et donc, les orchestres se perfectionnaient. Et en faisant des engagements de longue durée, ont permis la création de styles individuels pour différents orchestres, que ce soit Ellington, Cab Calloway, Earl Hines et tout ça. Voilà. Donc, c'est tout à fait passionnant. Alors, si aujourd'hui, Jacques, vous avez été contrebassiste à une période de votre vie, si vous rencontriez, il y a peu de chance, vous me direz, mais si vous rencontriez Al Capone, est-ce que vous lui tourneriez le dos? Est-ce que vous le serreriez dans vos bras? Est-ce que vous iriez chercher votre contrebasse? J'essaierai de voir s'il est dans de bonne humeur et désarmé d'abord. Et ensuite, je lui ferai mes compliments pour sa protection, la protection qu'il a apportée aux grands musiciens de jazz, c'est certain. Voilà. Est-ce qu'il y a eu le même mouvement, si je puis dire, en France? C'est-à-dire qu'est-ce que, par exemple, à l'époque où vous officiez dans les années 50 et autres en jouant de la contrebasse, est-ce que les gangsters français ont eu un rôle comparable? Pas du tout. Pas à ma connaissance, absolument pas du tout. Pas du tout. Ils se pichaient de la musique complètement. À tout prendre, ce qui manquait, là où manquaient des gangsters, nous le disions souvent à l'époque, c'était dans les syndicats de défense des musiciens. Il aurait fallu un gangster. Ok, écoutez, merci d'être venu nous parler de ce livre dont on va revoir la couverture. Et j'en rappelle le titre et l'auteur, Ronald L. Morris, Le jazz et les gangsters. C'est un livre vraiment, vraiment, vraiment passionnant, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des petites allusions. Par exemple, Mesro faisait des allusions dans son autobiographie. Leroy Ostransky aussi dans Jazz Cities, un bouquin voilà, qui est paru il y a 73 dans Écoutez-moi ça, il y avait... Mais là, Maurice développe une théorie qui est assez passionnante, à savoir qu'on a permis à ces musiciens de trouver... que l'histoire a jeté ensemble dans le Sud, rempli de haine, après sa défaite, et rempli de haine accrue contre les Noirs, théoriquement libérés, l'histoire a jeté ensemble des émigrés qui étaient en but aux vexations de la société blanche américaine. De blanche irlandaise, on peut dire. Irlandaise, oui. Il n'aime pas les Irlandais. Il n'aime pas beaucoup les Irlandais. Et ça les a mis ensemble du côté des Noirs, qui étaient une classe opprimée aussi. Voilà. C'est donc la théorie de Morris, c'est celle qu'elle a un petit peu de suspecte, qui fait sauter en l'air certaines personnes, c'est que cette aide des gangsters apportée au jazz a commencé dès 1880. Alors il y a des gens qui disent en 1880 le jazz n'existait pas. Morris n'est pas un musicologue, il fourre tout sous le nom de jazz, toute la musique noire en train de se créer, quoi. Oui, oui. Mais c'est très, très, très passionnant. Écoutez, j'espère que vous aurez beaucoup de lecteurs. Maintenant, petite entaille publicitaire. Et puis, les deux films de ce soir vont un petit peu vous retransporter dans ce cadre, dans ces clubs dont le livre de Ronald L. Morris, traduit par Jacques S., parle longuement. C'est un livre que, je vous recommande avec chaleur. Donc, court entracte publicitaire, Coleman Hawkins et Roy Eldridge dans After Hours, et tout de suite derrière, Dexter Gordon. Jacques, merci d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup. Testez en direct votre pouvoir de séduction au 08 36 68 30 11. Salut, c'est Zara White. Tu sais ce que j'aime chez un homme? Non? Alors appelle-moi au 08 36 69 09 90.